Les enfants de mon frère ont frappé à ma porte. À 2 heures du matin, leurs parents les avaient encore laissés dehors, alors je lui ai donné une leçon qu'il n'oublierait jamais. Aurélie, s'il te plaît. On a tellement froid. La voix n'était qu'un murmure à travers la porte de mon appartement, mais elle m'a traversé comme de l'eau glacée. J'ai attrapé mon téléphone sur ma table de chevet. 3h17 brillait dans l'obscurité. Mon cœur s'emballait déjà tandis que je me précipitais vers la porte, manquant de trébucher sur le coin de ma table basse. À travers le Judas, je les ai vus. 3 petites silhouettes blotties les unes contre les autres dans la faible lumière du couloir. J'ai ouvert la porte si vite qu'elle a claqué contre le mur. Thomas, mais qu'est-ce qui se passe? Mon neveu se tenait là, tremblant, son haut de pyjama collé à sa maigre poitrine par la sueur malgré le froid de février. Derrière lui, sa petite sœur Chloé tenait les mains de son petit frère Léo si fort que ses phalanges étaient blanches. Pas de manteau, pas de chaussures, juste leurs chaussettes à motifs de dessins animés, désormais grises et déchirées à force de marcher. Où sont vos parents? Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'avais voulu. Il est en pleine nuit. Ils nous ont enfermés dehors. La voix de Thomas s'est brisée. Il essayait tellement d'être courageux, de tenir le coup, mais je le voyais s'effondrer. On ne savait pas où aller d'autre, tante Aurélie. On a marché. Ça a pris beaucoup de temps. Mon ventre s'est noué. Vous avez marché, Thomas? Il fait -8 degrés Celsius dehors. Jusqu'où? Depuis notre maison. Les dents de Chloé claquaient si fort qu'elle pouvait à peine parler. On a marché depuis notre maison. 6 kilomètres. Ils avaient marché 6 kilomètres en plein hiver, en pyjama. Je les ai tirés à l'intérieur, mes mains tremblantes alors que je montais le thermostat à 24 degrés Celsius. Les lèvres de Thomas avaient une teinte bleutée. Léo ne pleurait même plus, fixant le vide avec cette expression terrifiée et absente qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais avoir. Des couvertures, ai-je marmonné, courant vers mon placard. J'ai besoin de couvertures et... Mon Dieu, vos pieds. Lorsque je me suis agenouillée pour les examiner, j'ai dû ravaler la rage qui menaçait de m'étouffer. Leurs chaussettes étaient par endroits gelées à leur peau. Le pied gauche de Chloé était d'un rouge agressif qui allait former des ampoules. Les orteils de Léo étaient d'un blanc cireux. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé, ai-je dit, me forçant à rester calme et posé tandis que j'enveloppais Léo dans la couverture chauffante. Commencez par le début. Thomas s'est affalé sur mon canapé, et l'histoire a débordé par fragments. Ces mots peignaient un tableau que j'essayais de ne pas voir depuis des années. Un tableau de mon frère Damien et de sa femme Virginie traitant la parentalité comme un passe-temps inopportun. Ils préféraient abandonner. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ils n'avaient pas seulement été négligents. Ils avaient été dangereux. Et tandis que j'écoutais Thomas décrire comment ils avaient frappé à leur propre porte d'entrée pendant 20 minutes avant d'abandonner, comment ils avaient dû décider de la direction à prendre dans le noir, comment Chloé avait porté Léo sur son dos pendant le dernier kilomètre parce que ses pieds lui faisaient trop mal pour continuer. J'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas la première fois. C'était juste la première fois qu'ils venaient me voir. J'ai préparé du chocolat chaud pendant que les enfants se réchauffaient sous toutes les couvertures que je possédais. Mes mains ne cessaient de trembler pendant que je remuais le lait sur la cuisinière. J'avais 35 ans, je travaillais comme conseillère d'éducation au collège Saint-Exupéry, et j'avais passé la dernière décennie à aider des familles en difficulté à gérer les crises. Mais c'était différent. C'était ma famille, les enfants de mon frère. C'était tout ce que j'avais été formée à reconnaître et à signaler qui se déroulait juste sous mon nez. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ai-je demandé doucement à Thomas en lui tendant une tasse. Chloé avait enfin cessé de pleurer et Léo s'était endormi d'épuisement dans le fauteuil, toujours enveloppé dans des couvertures comme un petit burrito traumatisé. Thomas a fixé son chocolat. Défini, être enfermé dehors. Pas exactement enfermé dehors, a-t-il dit avec prudence. Trop de prudence pour un enfant de 12 ans. Mais parfois, ils oublient qu'on est là. Par exemple, ils partent quelque part et oublient de nous le dire, ou ils ferment la porte à clé quand ils se couchent et qu'on est encore dehors à jouer. Il a laissé sa phrase en suspens. Ou quoi?
Ou ils ne rentrent juste pas à l'heure qu'ils avaient dite. Sa voix est devenue très faible. Et on doit se débrouiller tout seul. Chloé a remonté ses genoux contre sa poitrine. Thomas nous fait le dîner la plupart du temps. Maman dit que cuisiner c'est ennuyeux, et papa rentre tard. Thomas sait faire des pâtes au gruyère et des croque-monsieur et des petits déjeuners pour le dîner. Parfois, c'est juste des céréales, a ajouté Thomas rapidement, comme s'il avait honte. Comme si c'était son échec à lui au lieu de celui de ses parents. Mais je m'assure toujours que Léo est quelque chose. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. À quelle fréquence êtes-vous seul ? Ils se sont regardés, ayant une de ces conversations silencieuses d'enfants où une négociation entière se déroule par contact visuel. La plupart du temps, a finalement admis Thomas. Papa travaille jusqu'à 20h ou 21h. Maman sort avec ses amis. Elle a son club de lecture le mardi, sa soirée vin le jeudi, des week-ends entre filles une fois par mois. Quand papa rentre, parfois il est fatigué et va juste dans sa chambre. Parfois, ils sortent ensemble. Et tu es responsable de Chloé et Léo. Ça ne me dérange pas, mais ses yeux disaient le contraire. Ses yeux disaient qu'il était épuisé. Il faut bien que quelqu'un le fasse. J'ai essayé d'appeler Damien 5 fois, tombant directement sur la messagerie. J'ai essayé Virginie. Même chose. J'ai essayé leur téléphone fixe. Le numéro sonnait et sonnait dans le vide. Il était 4h30 du matin et mon frère et ma belle-sœur étaient injoignables pendant que leurs enfants étaient assis dans mon appartement avec des risques de gelure. J'étais un professionnel tenu de signaler. Je savais ce que la loi exigeait. Je savais ce que ma formation exigeait, mais je savais aussi ce que cela signifierait pour les enfants, pour Damien, pour toute notre famille. Mon frère et moi avions été proches autrefois, avant Virginie, avant les enfants, avant qu'il ne devienne quelqu'un que je reconnaissais à peine, quelqu'un qui accordait la priorité à son calendrier social plutôt qu'à la sécurité de ses enfants. Thomas, ai-je dit doucement, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que vous pouviez appeler à l'aide ? Par exemple, appeler le 17 ou parler à un enseignant ? Son visage est devenu pâle. Papa a dit que si jamais on racontait à qui que ce soit comment les choses se passaient, il nous enlèverait. Il a dit que l'accueil familial séparait les familles et qu'on ne se reverrait jamais. Et c'est là que j'ai su que je n'avais absolument aucun choix. Le numéro d'urgence du service de protection de l'enfance, SPE, semblait peser une tonne dans mon téléphone. Je me tenais dans ma petite cuisine, porte fermée pour que les enfants n'entendent pas, et je fixais l'écran. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel. Une fois que j'aurais appuyé, il n'y aurait plus de retour en arrière. Une fois que j'aurais appuyé, je serais la personne qui a détruit la famille de mon frère, la personne qui a brisé ce qu'il restait des relations que j'avais bâties au cours de mes 35 années. Mais quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu le regard vide de Léo, les dents qui claquaient de Chloé, la résignation épuisée de Thomas à un rôle qu'aucun enfant ne devrait l'avoir à endosser. J'ai appuyé sur « Appeler ». Service de protection de l'enfance, ligne d'urgence. Quel est votre problème ? Ma voix est sortie plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Je dois signaler 3 mineurs en danger immédiat. Âgés de 6, 9 et 12 ans. Ils ont marché 6 kilomètres par des températures glaciales après avoir été enfermés hors de chez eux. Leurs parents sont injoignables et sont partis depuis plus de 7 heures. Les enfants présentent des signes de négligence chronique. L'agente d'accueil, une femme nommée Madame Dubois, a posé des questions d'une voix calme et méthodique qui laissait entendre qu'elle avait eu cette conversation 1 millier de fois auparavant. Depuis combien de temps avais-je connaissance de la négligence ? Quels incidents spécifiques avais-je vus ? Les enfants étaient-ils en danger physique immédiat ? Oui. Oui, ils l'étaient. Les orteils de Léo pourraient nécessiter une attention médicale. Le pied de Chloé formait déjà des ampoules. Thomas tenait le coup par pure volonté, mais je pouvais voir les fissures se former. Je suis une professionnelle tenue de signaler, ai-je ajouté. Je travaille comme conseillère d'éducation. J'aurais dû appeler avant ce soir. Je n'arrêtais pas de penser, ma voix s'est brisée. Je n'arrêtais pas de penser que ça s'améliorerait, que mon frère s'en sortirait, que j'exagérais. Madame, vous appelez maintenant. C'est ce qui compte. Pouvez-vous garder les enfants jusqu'à ce qu'une enquêtrice arrive ?
Oui, absolument. Oui. Ne contactez pas les parents. Ne laissez pas les enfants partir. Quelqu'un sera là dans les 90 minutes. Après avoir raccroché, je suis restée debout dans ma cuisine un long moment, les mains appuyées sur le comptoir, essayant de respirer. L'appartement était silencieux à part le bourdonnement du réfrigérateur et le léger ronflement de Léo dans le salon. Je venais de signaler mon propre frère au SPE. Je venais d'enclencher quelque chose qui ne pouvait plus être arrêté, ni retiré. Dès demain, Damien et Virginie sauraient ce que j'avais fait. Dès demain, la moitié de ma famille me haïrait probablement. Lorsque j'ai ouvert la porte de la cuisine, Thomas se tenait juste là. Il avait dû tout entendre. « Est-ce qu'ils vont nous emmener ?» a-t-il demandé. Je me suis agenouillée pour être à sa hauteur. Je ne sais pas, mon cœur, mais je te promets que quoi qu'il arrive, je me battrai pour vous garder tous les trois ensemble, et je m'assurerai que vous êtes en sécurité. Papa va être tellement en colère contre toi. Oui. Je l'ai serré dans mes bras, sentant à quel point il était mince, à quel point il portait de tension dans ses petites épaules. Oui, il le sera probablement. Merci, a chuchoté Thomas contre mon épaule. Merci de ne pas nous avoir renvoyés. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. L'enquêtrice du SPE est arrivée à 5h47 du matin. Elle s'appelait Patricia Dubois, une femme d'une cinquantaine d'années avec des cheveux grisonnants et des yeux qui avaient vu trop de choses. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait été réveillé pour des urgences si souvent qu'elle gardait un sac d'intervention près de son lit. Elle a parlé aux enfants avec cette autorité douce qui vient d'années de pratique. Elle leur a demandé de lui montrer leurs pieds. Elle a photographié les dégâts de gelure avec un appareil photo professionnel qui a rendu tout cela horriblement réel. Elle a demandé s'ils avaient faim, soif, besoin de quelque chose. Léo voulait son éléphant en peluche. Celui qui était resté à la maison et qu'il ne pouvait pas atteindre parce que ses parents l'avaient enfermé dehors. Madame Dubois m'a tiré à part pendant que les enfants mangeaient les gaufres surgelés que j'avais mis au grille-pain. Expliquez-moi ce que vous savez, pas seulement cette nuit, tout. Alors, je lui ai parlé de la diminution des provisions à chaque fois que je rendais visite. De la manière dont Thomas avait développé cette tendance hyper responsable qui n'était pas normale pour un enfant de son âge, de l'indépendance que Damien et Virginie prétendaient enseigner, et qui n'était en réalité qu'une négligence masquée. Du jour où j'étais passée sans prévenir et où j'avais trouvé Thomas, 10 ans, essayant de comprendre comment utiliser la machine à laver parce que tout le monde n'avait plus de vêtements propres. Des réunions parents-professeurs auxquelles Damien et Virginie n'assistaient jamais. De la façon dont l'institutrice de Chloé en CE2, Madame Leroux, avait commencé discrètement à glisser des collations supplémentaires dans son sac parce qu'elle venait souvent à l'école affamée. Vous êtes une professionnelle tenue de signaler, a dit Madame Dubois, sans accuser, juste constatant un fait. Je sais. J'ai pensé à appeler des centaines de fois, mais c'est mon frère et je n'arrêtais pas de penser que la famille gère les problèmes familiaux en privé. Un peu comme ça. Madame Dubois a hoché la tête lentement, prenant des notes sur sa tablette. J'ai besoin d'interroger chaque enfant séparément. Ensuite, je devrais me rendre au domicile familial. Votre frère et sa femme sont toujours injoignables. J'ai vérifié mon téléphone. Toujours rien. Oui, ça va leur poser problème. Elle a interrogé Thomas en premier. Il est resté dans ma chambre avec elle pendant 40 minutes. Quand il est sorti, ses yeux étaient rouges mais secs, comme s'il avait pleuré toutes ses larmes au milieu et qu'il n'en avait plus. L'entretien de Chloé a été plus court. Elle avait 9 ans et était concrète comme les enfants de cet âge. Des réponses par oui ou par non, des souvenirs précis, moins capables de nuancer la vérité ou de trouver des excuses pour ses parents. Léo a à peine dit un mot, serrant juste sa tasse de chocolat chaud et répondant par des chuchotements. Lorsque Madame Dubois a fini, elle s'est assise sur mon canapé avec sa tablette et a tapé pendant plusieurs minutes pendant que nous attendions tous dans un silence pesant. Je les place sous protection d'urgence, a-t-elle finalement déclaré. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux aujourd'hui. Étant donné votre lien de parenté et les circonstances, seriez-vous disposé à fournir un placement temporaire ? Oui, ai-je dit immédiatement. Tout ce dont ils ont besoin. Vous aurez besoin d'une évaluation du foyer, d'une vérification des antécédents, d'une évaluation de sécurité,
mais pour l'instant, sous surveillance, ils peuvent rester ici. Surveillance ? Elle a désigné ma porte d'appartement. L'agent Lefebvre sera posté dans le couloir. Procédure standard. Juste comme ça, 3 enfants sont devenus miens. Du moins, pour l'instant. Damien a appelé à 6h23 du matin et j'ai failli ne pas répondre, mais je savais que l'éviter ne ferait qu'empirer les choses. Qu'est-ce que tu as foutu ? Sa voix était de la rage pure. Le genre qui provient à parts égales de la fureur et de la panique. Les flics viennent d'arriver chez nous en disant que nos enfants sont sous tutelle de l'État. Les flics, Aurélie, ils parlent de chef d'accusation de mise en danger d'enfants. Tes enfants ont marché 6 km par -8 °C en pyjama, ai-je dit, me forçant à rester calme. Ils ont été enfermés dehors, Damien, pendant des heures. Ils sont arrivés chez moi avec des gelures. Ils n'étaient pas enfermés dehors. Ils ont dû. La porte a dû. Ils cherchaient désespérément. Je pouvais l'entendre essayer de trouver une explication qui n'était pas de sa faute. Où étais-tu ? Silence. Où étais-tu ? Ai-je répété plus fermement cette fois. Tes enfants marchaient dans le noir à 3h du matin. Et où étiez-vous, toi et Virginie ? On était à la fête de Sterling. Ça a traîné et on pensait que les enfants dormiraient. Tu pensais ? Ma voix s'est élevée malgré tous mes efforts. Tu as laissé 3 enfants seuls, tu n'as pas vérifié, tu es allé à une fête et tu y es resté pendant qu'ils étaient enfermés dehors par un froid glacial. On ne voulait pas que ça arrive, mais c'est arrivé, Damien. Et tu sais quoi ? Je pense que c'est arrivé parce que Virginie et toi avez traité la parentalité comme un hobby que vous pouvez poser quand vous en avez envie. Thomas a 12 ans et il élève tes autres enfants depuis des années pendant que vous. Tu as appelé le SPE sur ton propre frère. Sa voix était devenue froide. Dangereux pour ta propre famille. J'ai appelé le SPE pour 3 enfants négligés qui se trouvaient être de ma famille. C'est une trahison. C'est. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait ? Il pourrait nous enlever nos enfants définitivement. Il pourrait nous accuser d'eux. Il s'est coupé. De quoi ? De mise en danger d'enfants. De négligence. Oui, Damien. Il le pourrait parce que c'est ce que vous faisiez. Virginie a saisi le téléphone. J'ai entendu le mouvement, sa respiration était forte et en colère. Espèce de jalouse, de vindicative. Tu es juste en colère parce que tu n'as pas d'enfants, alors tu essaies de voler les nôtres. J'essaie de les maintenir en vie, ai-je riposté, ce qui est plus que ce que vous avez fait. On va te poursuivre en justice. On va porter plainte. On va s'assurer que tu ne revois jamais ces enfants. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Depuis le salon, j'entendais Madame Dubois parler doucement aux enfants de la suite, de l'assistante sociale qui leur serait attribuée, des audiences du tribunal, du fait que rien de tout cela n'était de leur faute. C'est ça qui me tuait. Combien de fois ils avaient besoin qu'on leur dise que ce n'était pas leur faute, comme s'ils avaient internalisé le blâme pour les échecs de leurs parents si profondément que c'était devenu une partie de leur identité. Mon téléphone a vibré avec des messages. Damien, Virginie, ma tante Dolores, mon cousin Philippe, tous des variations sur le même thème. Comment as-tu pu faire ça ? La famille protège la famille. Tu as tout détruit. J'ai bloqué leur numéro et je suis allé serrer dans mes bras 3 enfants qui, enfin, avaient quelqu'un pour les protéger. L'enquête s'est déroulée avec l'efficacité implacable d'un système qui avait traité trop d'affaires de ce genre. En l'espace de 3 jours, Madame Dubois avait compilé un rapport accablant par sa minutie. La visite au domicile de Damien et Virginie a révélé ce que j'avais soupçonné mais que je n'avais pas voulu confirmer. Des conditions frôlant l'insalubrité. Le réfrigérateur presque vide, à l'exception de bières et de contenants de plats à emporter. L'évier plein de vaisselle avec de la moisissure visible. La salle de bain des enfants avec des toilettes cassées qui n'avaient pas été réparées depuis des mois. Le placard de la chambre de Thomas contenait une cachette de barres de céréales, de biscuits salés et de soupe en conserve, sa réserve secrète pour quand la cuisine manquait de nourriture. Les rapports scolaires étaient pires. L'instituteur de Thomas en CM1, Monsieur Leroy, avait documenté des préoccupations remontant à 2 ans.
Des notes sur le fait qu'il s'endormait en classe, demandait des collations supplémentaires, portait les mêmes vêtements plusieurs jours de suite. L'enseignante de Chloé a soumis une déclaration expliquant qu'elle gardait des fournitures d'hygiène de rechange dans son bureau parce que Chloé venait parfois à l'école dans des vêtements qui sentaient le non lavé. L'institutrice de maternelle de Léo l'avait signalé pour des retards de développement liés à un encadrement incohérent. Rien de tout cela n'avait été suivi car de l'extérieur, la famille semblait suffisamment fonctionnelle. Damien avait un bon emploi dans la vente de produits pharmaceutiques. Virginie travaillait dans le marketing pour une entreprise de technologie locale. Ils vivaient dans un beau quartier, conduisaient des voitures convenables, souriaient sur leurs cartes de vœux de Noël. Mais à huis clos, ils noyaient leurs enfants dans la négligence tout en prétendant que c'était leur apprendre l'autonomie. Les entretiens avec les voisins ont été particulièrement révélateurs. Madame Chenda Aksangrave-Côté a admis avoir appelé la ligne non urgente de la police 2 fois au cours de l'année précédente parce que les enfants étaient enfermés dehors. Mais les 2 fois, Damien s'était présenté avant l'arrivée des agents et avait balayé cela d'un revers de main comme s'il s'agissait d'enfants qui jouaient dehors. Une autre voisine, une enseignante à la retraite nommée Madame Hoffman, a témoigné qu'elle voyait fréquemment les 3 enfants marcher seuls jusqu'à l'arrêt de bus le matin, souvent avec des vêtements trop légers pour la météo. J'ai pensé à appeler quelqu'un, a dit Madame Hoffman à l'enquêtrice. Mais je ne voulais pas m'immiscer. J'aurais aimé le faire. L'évaluation psychologique des enfants ordonnée par le tribunal était déchirante. La psychologue, Dr Delacroix, a constaté que Thomas présentait des signes de trauma complexe, de troubles anxieux et ce qu'elle a appelé la parentification, les dommages psychologiques qui découlent d'être forcé à endosser un rôle parental étant enfant. Thomas fonctionne comme le principal soignant de ses frères et sœurs depuis environ 3 ans, a écrit le docteur Delacroix dans son rapport. Cela a entraîné un important trouble du développement, une incapacité à former des relations sociales appropriées à son âge, une anxiété chronique quant au bien-être de sa fratrie et un sens de la responsabilité personnelle déformé. Il est en réalité un enfant de 12 ans avec la charge de stress d'un parent célibataire de 2 enfants. Chloé montrait des signes de troubles de l'attachement, de difficulté à faire confiance aux adultes, d'hypervigilance, d'anxiété face aux figures d'autorité. Léo, à 6 ans, présentait déjà des signes d'impuissance acquise et avait commencé à parler de lui-même d'une manière qui suggérait une estime de soi dangereusement basse. Ces enfants, a conclu le docteur Delacroix, ont été soumis à une négligence chronique et envahissante qui a eu un impact sur leur développement psychologique d'une manière qui nécessitera des années de thérapie. L'avocat de Damien et Virginie a soutenu qu'il s'agissait d'une réaction excessive, un incident monté en épingle par un membre de la famille vindicatif dans un système abusif. Mais vous ne créez pas 3 enfants traumatisés avec un seul incident. Vous les créez avec des années de désintérêt total. Le juge m'a accordé la garde légale permanente par un froid mardi d'avril. Damien et Virginie ont obtenu des droits de visite supervisés, 1 heure par semaine, sous réserve de suivre des cours de parentalité et une thérapie. Ils sont venus à exactement 3 visites avant d'arrêter complètement. La supervision est humiliante, s'est plainte Virginie à l'assistante sociale. Et les enfants nous parlent à peine maintenant. Les enfants leur parlaient à peine parce que les enfants sont honnêtes quant à savoir qui les met en sécurité. Et Damien et Virginie ne l'avaient jamais fait. C'était il y a 3 ans. Maintenant, Thomas a 15 ans. Il a été au tableau d'honneur le semestre dernier et a rejoint l'équipe de débat. Il est en thérapie 2 fois par mois, travaillant sur l'anxiété et la culpabilité qu'il porte encore de ne pas avoir pu mieux protéger ses frères et sœurs. La semaine dernière, il m'a dit qu'il voulait être travailleur social quand il serait grand. Comme toi, a-t-il dit, quelqu'un qui aide les enfants. Chloé a 12 ans et s'épanouit. Elle apprend le piano, a un groupe d'amis proches et a récemment demandé si elle pouvait avoir un chat. Nous avons fait un compromis avec un poisson nommé Gérald qui vit dans un aquarium dans sa chambre. Elle a toujours des problèmes d'abandon qui ressurgissent parfois. Une panique quand j'ai 5 minutes de retard pour venir la chercher. De l'anxiété quand je pars en voyage de travail, mais elle apprend à faire confiance au fait que les adultes peuvent être fiables. Léo a 9 ans et est obsédé par l'espace. Sa bibliothèque est pleine de livres sur les planètes et les astronautes. Il veut être le premier à marcher sur Mars. Il se souvient à peine de Damien et Virginie, ce qui me fait mal au cœur, mais est probablement mieux ainsi.
Son thérapeute dit qu'il se porte remarquablement bien compte tenu de ses expériences de petite enfance. Ils font encore des cauchemars parfois. Pose encore des questions comme « Est-ce qu'on reste avec toi pour toujours ? Et si tu changes d'avis sur nous ?» Ils portent toujours les cicatrices d'avoir été indésirables aux yeux des personnes qui étaient censées les vouloir le plus. Mais ils guérissent. Ils sont en train de devenir ce qu'on aurait dû leur permettre d'être depuis le début. Des enfants avec des problèmes d'enfants, pas des enfants qui s'élèvent seuls. Damien et Virginie ont divorcé il y a environ 18 mois. Apparemment, sans enfants pour leur donner un but commun, ils ont réalisé qu'ils n'avaient rien en commun. Aucun des deux n'a demandé de droit de visite depuis plus d'1 an. Ils ont tourné la page, commencé de nouvelles relations, construit des vies qui n'incluent pas les enfants inopportuns qu'ils n'ont jamais vraiment voulu. Ma relation avec Damien est terminée. Il m'a envoyé un seul courriel après que la garde ait été finalisée, un message décousu et amer sur la trahison, le vol et les vies détruites. Je n'ai jamais répondu. Certains membres de ma famille ne me parlent toujours pas. Ils pensent que j'ai réagi de manière excessive, que j'aurais dû gérer cela en famille, qu'appeler le SPE était extrême. Mais quand je regarde 3 enfants qui sont en sécurité, nourris, aimés et en voie de guérison, je sais que j'ai fait le bon choix. Cela m'a coûté mon frère. Cela m'a coûté le chemin facile de détourner le regard et d'espérer que quelqu'un d'autre interviendrait. Mais cela a sauvé 3 enfants qui méritaient mieux que ce qu'ils recevaient. Hier soir, Thomas est entré dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. Il m'a regardé un instant, puis a dit doucement « Merci d'avoir ouvert la porte cette nuit-là, d'avoir choisi de nous garder. » Toujours, lui ai-je répondu. Je vous choisirai toujours. Et je le pensais.